Je me fous de combien vous êtes intelligent, fort, riche ou célèbre. La vie va vous forcer à devenir humble. La vie va vous mettre à ses pieds. La vraie question est qu'est-ce que vous allez faire quand cela va arriver? La vie fait toujours se produire des événements pour vous et pas contre vous. Si vous croyez que les événements s'acharnent contre vous, bien sûr que ce sera le cas. Si vous cherchez ce qui ne va pas se rendra disponible. Mais si vous conditionnez à chercher ce qui va et que vous trouvez cette raison, vous ne serez pas cette personne assise sur le bas-côté qui pleure et qui s'apitoie sur elle-même. Vous vous direz, je vais tout défoncer, je vais trouver les enseignements de cette situation. Et ça se transformera en quelque chose de bien si vous faites quelque chose. Vous cherchez des conseils pour réussir ou vous voulez tout simplement de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit et vous le savez en plus. Salut à tous, c'est Mélissa de Miss Imparfaite. Je suis votre coach transformationnel et la boule d'énergie qui va vous apporter de la motivation et de l'inspiration pour pouvoir atteindre ces objectifs de vie, ces objectifs qui vous tiennent tant à cœur et croire en vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des conseils pour réussir de Tony Robbins. Alors Tony Robbins, c'est un entrepreneur de génie, un coach, un speaker de motivation et un auteur. Alors Tony Robbins va révéler qu'il va apprendre à gérer les émotions lors des crises de violence de sa mère. Elle va le mettre à la porte à 18 ans et il va trouver un boulot comme concierge d'un immeuble et ça va lui permettre de travailler sur lui, sur le développement personnel qu'il trouvera en fait comme refuge lors de sa route. Il dira à propos de sa mère qu'il a énormément souffert de cette situation, mais que si sa mère avait été telle qu'il l'espérait, il ne serait pas devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Alors je vous laisse découvrir les conseils pour réussir de Tony Robbins. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, likez, partagez et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Une des choses les plus importantes que j'ai apprises, j'ai grandi dans un milieu très pauvre. J'ai eu 4 pères, ils se sont battus, mais ils n'avaient pas d'argent pour mettre à manger sur la table, notamment pour Thanksgiving. Et vous savez, aujourd'hui, je nourris plus d'1 million de personnes par an, des milliers de repas aux États-Unis. Mais ce n'est pas parce que je suis un bon gars, mais c'est parce que j'ai connu ces moments-là et que, quand j'avais 11 ans, quelqu'un a nourri ma famille. Et je me suis dit que j'allais faire de même. Et la clé que Jim Rohn m'a donnée, c'est qu'il a répondu à une question auquel je ne pouvais pas répondre. Je lui ai dit, tous mes pères étaient des hommes bien. Je me souviens, j'avais 17 ans quand je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, nous mourions de faim. Nous n'avions rien à manger, nous passions les fêtes sans rien manger. C'était difficile. Et je lui disais, mais c'était des hommes bien, pourquoi ça leur est arrivé? Il m'a dit, Tony, nous sommes tous égaux en âme, mais nous ne sommes pas tous égaux sur le marché de l'offre et de la demande. Il m'a dit, ton travail de trouver un moyen de gagner plus en valeur que d'autres personnes et de faire mieux pour eux que n'importe qui d'autre dans ta catégorie. Et vous n'aurez plus aucune limite dans la qualité de votre vie, la qualité de votre situation économique, votre business ou peu importe. Il m'a donné une grande métaphore, il m'a dit, si tu travailles chez McDonald's, tu ne vas rien gagner de plus parce que le job est trop facile. N'importe qui peut apprendre le job en quelques minutes. Et il m'a dit, je ne veux pas être désobligeant, mais c'est pour ça que les gens touchent le salaire minimum. Et je lui avais parlé d'un gars milliardaire qui avait fait 1 milliard ou 2 à cette époque. C'était un gestionnaire de fonds spéculatifs. Et ça semblait si injuste quand vous voyez que les professeurs faisaient 30 000 $ par an à l'époque. Et il m'a dit, Tony, ça semble injuste. Mais est-ce que tu sais ce que cet homme a fait? Il a obtenu 38% de rendement pour les gens quand la plupart des gens obtenaient 2%. Il a permis à des enfants d'aller à l'université, prodiguer ses services à des entreprises. Il a apporté des centaines de milliards et de dollars à des gens. Il m'a dit, il a apporté de la valeur massivement. Donc, ton travail dans la vie et ce que tes pères n'ont pas appris, c'est que vous devez travailler plus dur sur vous-même que sur votre propre business. Vous devez littéralement devenir plus précieux parce qu'ensuite, vous allez pouvoir apporter de la valeur à n'importe qui. Et je suis devenue obsédée par ça. Et ma réussite est arrivée car dans chacune de mes entreprises, je suis devenue obsédée par cette question. Comment est-ce que je peux faire plus pour les autres dans cette industrie que n'importe qui d'autre? Dans le business, chacun devrait se poser réellement la question, qui suis-je et quel est mon cœur de compétence? On a tous des dons différents à offrir. Et dans le business, je crois qu'après l'amour, votre force de travail est probablement le don le plus sacré que vous pouvez offrir à n'importe quel être humain. Car cela représente tellement de notre temps et notre énergie. C'est l'essence de qui nous sommes et de ce que nous créons dans la vie. Si vous réfléchissez, il y a 3 dons que vous pouvez offrir. Le don d'un art particulier, d'un ensemble de compétences ou d'un talent que vous possédez. Beaucoup de gens sont des artistes. Pas des artistes dans le sens où ils peignent, mais dans le sens où ils sont juste extrêmement doués dans un domaine. Souvent, ils démarrent un business en disant « Je peux dessiner de meilleurs vêtements que mon patron ou je peux écrire un meilleur code. » Mais pour diriger une entreprise, il faut plus que de l'art en lui-même. Et comme vous le savez, la plupart des entreprises créées par des artistes sont des business qui échouent.
Quand vous analysez la situation en tant qu'artiste, vous pouvez vous dire « Je suis un artiste, je vais sûrement galérer car je veux faire mon art ». A contrario, un businessman va dire « Je me fous de ce que j'aime, je ne peux pas tomber amoureux de mon produit ou service, je dois tomber amoureux de mes clients. Je dois constamment m'adapter pour me connecter avec leurs besoins. » Ne tombez pas amoureux de votre produit, de votre art ou de votre service, tombez amoureux de votre client idéal. C'est une dynamique complètement différente. Il existe ensuite les managers leaders. Ici, leur don n'est pas un talent particulier comme savoir vendre ou inventer des choses. Leur talent est de savoir gérer les gens et les procédures et ils aiment ça. C'est leur nature et quand vous avez ça dans le sang, vous devenez excellent si vous travaillez de manière acharnée parce que c'est qui vous êtes et vous renforcez ce talent. Et en dernier, il y a l'entrepreneur. Tout le monde aujourd'hui se considère comme entrepreneur, mais il faut différencier les gens qui ont une démarche entrepreneuriale et les entrepreneurs. Un entrepreneur dont c'est la nature fonctionne différemment. Il adore les risques. Un entrepreneur investit dans un business pour l'argent. Peut-être pour d'autres choses aussi, mais il veut principalement faire de l'argent. A contrario, l'artiste est moins engagé à faire de l'argent. Il veut en gagner, mais il veut d'abord faire son art, faire sa robe, écrire un code. Il veut faire ce qu'il aime. Donc, si vous voulez être une personne qui réussit économiquement, vous devez vous demander qui suis-je et de qui ai-je besoin. Si je suis un grand artiste, j'aurai probablement besoin d'un mon manager leader comme associé. Lui s'occupera de m'aider à construire l'organisation pendant que je ferai de l'art que les gens adorent, en m'assurant que ce soit toujours ce que les clients aiment et pas seulement ce que j'aime. Si je suis un manager leader, de qui est-ce que j'ai besoin? Je devrais peut-être m'associer avec un bon entrepreneur. Avec lui, je pourrais faire partir de quelque chose de beaucoup plus grand et potentiellement posséder une partie. Si je suis un entrepreneur, je devrais chercher de grands artistes car ils constitueront le noyau de mon business ou des managers leaders. Vous devez savoir qui vous êtes et de qui vous avez besoin. Beaucoup veulent lancer un nouveau business, mais si vous ne prenez pas soin du business que vous avez déjà, vous allez avoir un vrai problème. Et certains sont trop concentrés sur un aspect de leur business et n'arrivent pas à anticiper vers où ils doivent se diriger. Pour réussir efficacement, vous devez mettre en place un système où une fois par semaine, vous passez au moins 90 minutes par semaine avec votre équipe. Votre équipe peut être une petite armée de 2 personnes, une armée de 20 000. Mais durant ces moments, vous travaillez sur votre business et pas dans votre business. Et vous passez en revue chaque aspect de votre business. Ce que font la plupart des entreprises, c'est que, puisqu'ils sont bons en marketing, ils continuent à faire du marketing, mais ensuite ils n'arrivent plus à suivre au niveau des salaires, ou ont des problèmes de ressources humaines, de comptabilité, ou avec les ventes, ou certains sont tellement bons en innovation qu'ils innovent tellement qu'ils finissent par faire faillite parce qu'ils sont pas capables de produire ce qu'ils vendent. Ces 90 minutes vous permettent de travailler sur le business dans lequel vous êtes et sur celui que vous voulez devenir. Si vous ne faites pas ça, vous serez toujours en train de réagir. Je dis toujours aux gens, les perdants réagissent, les leaders anticipent. Je pense que la plupart des gens ne travaillent pas leur esprit et leur gestion des émotions. Je pense que les muscles les plus puissants ne sont pas les muscles physiques, bien qu'ils soient importants. La foi est un muscle, le courage est un muscle, la détermination est un muscle, la joie est un muscle. Vous savez, la passion non exprimée s'affaiblit, la foi non éprouvée s'amoindrit. Je pratique toujours ce que j'appelle la pratique intensive. Je vais toujours au-delà de mes limites et le fait de toujours se dépasser vous rend plus fort. Ma mère a mis mon père dehors quand j'avais 17 ans. C'était une femme forte. Elle a mis mon père dehors à coups de pied. Et elle a ensuite décidé que j'étais le prochain à devoir partir. J'avais 17 ans. Elle ne m'a pas blessée, mais je ne devais pas remettre les pieds dans la pièce. Et j'ai dû trouver une solution par mes propres moyens. Et je n'avais nulle part où aller. Je suis restée dans la buanderie de quelqu'un pendant un certain temps. Je lisais et je nourrissais mon esprit. Et c'est comme ça que j'ai développé un système complet. C'était un système plutôt simple. Comme je disais aux gens, chaque jour, vous devez nourrir et renforcer votre esprit. Et jusqu'à ce que vous fassiez ça, vous vivrez toujours dans la peur, parce que la peur est automatique. Le cerveau humain est conçu pour vous permettre de survivre, pas pour vous permettre de réussir. Il n'est pas conçu pour vous rendre heureux, ça c'est votre job. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est de nourrir votre esprit. Chaque jour, vous devez mener la garde devant la porte de votre esprit, surveiller ce qui y rentre, car si vous ne faites pas attention, n'importe quoi y rentrera. Et la plupart du temps, ce sont des gens qui vous aiment. Si votre pire ennemi met du sucre dans votre café, alors vous aurez du café sucré. Mais si votre ami ou votre famille, sans le vouloir, met une goutte de poison dans votre café, vous êtes mort. La vie est à la fois du sucre et du poison. Vous feriez mieux de surveiller votre café. Du coup, chaque jour, j'ai décidé, je ne suis pas tout jeune, il n'y avait pas Internet. J'avais l'habitude d'aller à la bibliothèque. C'était le seul endroit où je pouvais aller. Et j'ai lu chaque biographie sur la vie des gens et je réfléchissais et prenais conscience que, aussi mauvais que cela puisse paraître, les plus grands mentors ont aussi vécu le pire. Vous devez nourrir votre esprit. Mon mentor me disait, fais l'impasse sur le déjeuner, mais pas sur la lecture. Donc lisez 30 minutes par jour, peu importe. Je ne parle pas de ce qui circule sur Internet, je parle de lire la biographie de quelqu'un. Lisez sur la stratégie, lisez quelque chose qui changera votre vie.
Il y a une chose que je vous ai entendu dire dans le passé au sujet du leadership, c'est que pour devenir un leader, nous devons détruire les propres limitations que nous avons dans nos esprits. Qu'est-ce que ça veut dire de détruire les freins que nous avons dans nos esprits? Pour commencer, si vous observez n'importe quelle entreprise, vous vous rendez compte que ce qui étouffe majoritairement la croissance de n'importe quel business, c'est toujours la psychologie et le set de compétences du leader. Il s'agit de 80% de psychologie et 20% de méthodologie. Ce que je veux dire, c'est que dans énormément de petits business, le dirigeant peut être un innovateur incroyable, peut-être qu'il écrit des codes incroyables, peut-être que c'est un formidable influenceur, mais il ne connaît pas l'aspect économique de leur business. Et il se retrouve coincé à un certain moment. Peut-être que quelqu'un leur donnera les infos financières capitales, mais seulement après les faits. Mais ils n'ont pas de réelle intelligence financière pour prendre des décisions et se font avoir. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'entreprise comme ça? Bien sûr, je peux vous donner mon propre exemple. Au début de ma carrière, j'ai eu de nombreuses entreprises qui ont été proches de la faillite à cause de moi, car j'étais assis et je savais comment faire des produits capables de changer la vie des gens, je savais comment faire du marketing, je savais comment créer de bonnes équipes, mais je ne m'y connaissais pas au niveau des finances. Donc je me disais, bon, comment va la société? Ok, on fait des bénéfices de 20%, super. J'ai 2 millions de chiffre d'affaires, oh! Et à la fin de l'année, il n'y avait pas de cash en liquide. Je ne savais pas que le chiffre d'affaires était un concept théorique. Et le simple fait de ne pas avoir cette compétence, ou quelqu'un pourrait être vraiment bon en finance, mais ne pas être bon en marketing, donc parfois un problème de compétence. Mais dans 80% des cas, vous pouvez résoudre ces manques et acquérir les compétences nécessaires uniquement si vous changez votre état d'esprit. Mais quand vous acceptez des annonces telles que « Oh mon Dieu, le marché sont en baisse »,« Oh mon Dieu, cette branche de l'économie s'effondre », quand vous permettez à votre environnement de contrôler votre état d'esprit, vous ne pouvez pas réussir. Ça me fait penser à un gars intéressant appelé Mel Fisher. Vous vous souvenez peut-être de lui dans les années 90. Au cas où vous l'auriez oublié, c'est un mec qui a passé, je pense, 27 ans. Je ne m'en souviens pas bien, à chercher un bateau espagnol qui était censé être rempli d'or. Et il l'a trouvé après 27 ans. Donc voici ma question pour vous, Jim. 5 ans de travail en continu. Vous travaillez tous les jours pendant 5 ans et vous ne trouvez rien. Qu'est-ce que vous faites? Et comment allez-vous amasser plus d'argent une fois que vous auriez épuisé vos réserves après 10 ans, 15 ans, 20 ans y consacrer? Donc voilà ce que je dis aux gens qui font du business. Si vous voulez comprendre la psychologie, voici le plus grand défi pour la plupart des entreprises. Ils pensent qu'ils sont allés au bout de ce qui est possible de faire, qu'ils ont tout essayé. Quand vous pensez ça, votre croyance prend le contrôle de votre esprit, vous passez à côté de l'innovation et des réponses. Ce mec a trouvé l'or parce qu'il croyait en 3 choses. La première, il y a un trésor quelque part. Il était convaincu que le trésor était quelque part, même s'il n'avait aucune preuve formelle. Et cela l'a certainement animé, mais même si vous savez qu'il y a un trésor dans votre business, n'est pas assez. Vous devez aussi avoir la conviction de vous dire « je vais le trouver quoi qu'il en soit ». Vous devez aussi croire que cela en vaut la peine. Et sans ces 3 croyances, ressources, il n'aurait jamais trouvé le trésor. Voilà pourquoi je dis que changer la psychologie du leader est ce qui changera votre business plus rapidement que quoi que ce soit d'autre. Changer vos compétences le fera, mais beaucoup montent en compétences, mais ne le mettent pas en pratique. Nous sommes propulsés grâce à la mise en pratique chaque jour, mais la mise en pratique arrive grâce au changement d'état d'esprit. Il y a environ 1 an et quelques, nous avons perdu Robin Williams, que je considère comme un trésor national. Quand je demande aux gens combien de personnes il aimait, tout le monde lève la main dans le monde entier. Il faisait les gens rire, et il touchait les gens, mais comment se situait-il en termes de niveau d'accomplissement? Je veux dire, il voulait devenir un grand comédien qui faisait rire le monde entier, il l'a fait. Il voulait sa propre émission de télé, il l'a fait. Il voulait une émission renommée, il l'a fait. Il voulait faire des films, il l'a fait. Il voulait un Oscar pour un rôle dramatique, il l'a fait. Il voulait une magnifique famille. Il a accompli tout ce qu'il voulait et il s'est pendu. Et je sais que récemment, quelqu'un a dit qu'il était atteint de démence, qu'il avait abusé de drogue, qu'il souffrait d'addiction à l'alcool durant une majeure partie de sa vie, parce qu'il rendait tout le monde heureux, excepté lui-même. C'est l'échec ultime. Si j'avais un message à transmettre à ceux qui regardent, je vous dirais que je crois que nos vies sont contrôlées par une force, nos décisions. Je crois bien entendu à une force bien plus grande que moi, appelée Dieu, si vous voulez, grâce, peu importe, l'univers, mais je crois aussi qu'elle nous donne des choix. Et que les décisions que nous prenons nous contrôlent beaucoup plus que les conditions que nous rencontrons. Ce ne sont pas nos conditions qui prennent nos décisions, les décisions de ce en quoi nous allons croire, de ce que nous allons faire, de ce que nous allons donner. Je dis souvent aux gens, regardez en arrière, il y a 10 ans ou 5 ans ou 15 ans et pensez à une décision que vous avez prise. Et si vous aviez pris une décision différente, vous auriez une vie totalement différente aujourd'hui. Meilleure ou pire, je ne sais pas, mais totalement différente. La décision la plus importante que vous puissiez prendre, plus que n'importe quelle autre sur Terre, est de décider que quoi qu'il arrive dans votre vie, quoi qu'il arrive,
Vous allez vivre dans un état mental bienveillant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous n'allez pas laisser place à la souffrance. Ça veut dire qu'un bel état interne, c'est vous dire que vous allez être heureux. Mais ça va au-delà de cela. Vous allez laisser place à la créativité, à la passion, ou vous allez vous consacrer à quelque chose qui vous anime, ou vous allez vous sentir aimé. N'importe quel état mental sera un bel état mental s'il se base vraiment sur l'essence même de qui vous êtes sans laisser place à la peur. Tout le monde peut devenir un leader dans n'importe quel domaine dès l'instant qu'il décide de le maîtriser. Vous pouvez être le leader de votre propre vie. Tout le monde devrait être le leader de sa propre vie. Vous devriez être le leader de vos familles. Donc je pense que tout le monde peut devenir un leader, mais de différentes manières, de différents styles. Et je crois que le leadership est une compétence qui prend naissance quand vous vous engagez à accomplir une mission bien plus grande que votre propre personne. Une vision plus grande que vous-même. Si cette vision est assez grande, et si vous êtes assez passionné par cette vision, alors vous avez assez d'énergie et d'enthousiasme nécessaire pour la concrétiser. Et ensuite, le leadership est la capacité de décevoir votre déception. Car vous allez forcément connaître des échecs. Et pour réduire le nombre de ces échecs, vous devrez apprendre de ces derniers. Enfin arrive la capacité d'influencer de nouveau qui est très importante. N'importe qui peut apprendre, développer une vision, découvrir sa passion. N'importe qui peut apprendre à influencer. Ça, c'est une compétence qui s'apprend. Donc oui, le leadership peut être enseigné, le leadership peut être appris. Est-ce que tout le monde peut devenir un leader? Bien sûr, parce qu'il y a tellement de domaines. Il ne s'agit pas en fait d'une compétence où vous devez me suivre. Vous devez tout d'abord juste être conscient du message pour lequel vous vous battez. Si vous voulez vraiment un changement durable dans n'importe quel domaine, vous allez devoir élever votre niveau d'exigence. Je répète toujours aux gens, si vous voulez savoir comment changer votre vie, voilà comment faire en 3 mots. Élever votre niveau d'exigence. Un changement durable n'est pas la même chose qu'un objectif. Vous n'atteignez pas toujours vos objectifs, mais vous atteignez toujours votre niveau d'exigence. Je vais essayer de vous expliquer ça dans d'autres manières. Dans la vie, tout le monde finit par obtenir leur certitude, mais pas leur peut-être que. Mais quand vous décidez que quelque chose devient non négociable pour vous, quelque chose de non négociable, et que vous vous dites « je vais trouver un moyen d'y arriver, je vais faire en sorte d'y arriver », quand un être humain prend une décision, une vraie décision à l'intérieur de lui-même, donc quand il élève son niveau d'exigence, il trouve des moyens d'y arriver. Regardez dans vos propres vies. Avez-vous eu un domaine particulier où vous avez élevé votre niveau d'exigence et que tout a changé à jamais? Peut-être que vous étiez un fumeur ou que vous avez adopté un certain comportement pendant des années et que vous n'avez pas cessé d'arrêter d'essayer de changer encore et encore. Mais un jour, quelque chose s'est passé, un déclic qui vous a fait basculer au point de non-retour. Et vous vous êtes dit à l'intérieur de vous, plus jamais. Tout était complètement différent, n'est-ce pas? Quelque chose à l'intérieur de vous a basculé, et ce qui était devenu une probabilité est devenu une certitude, et vous n'êtes jamais revenu en arrière. Parce qu'à un certain moment, nous avons un déclic, et nous faisons de cette décision une certitude, et nous nous y engageons, et cela devient une part de notre identité. Une chose que j'ai apprise ces 30 ou 40 dernières années, c'est que les êtres humains fonctionnent profondément selon ce qu'ils croient qu'ils sont. Si quelqu'un me dit « je vais faire un grand effort pour arrêter de fumer », mais tu sais, j'ai été un fumeur toute ma vie. Je suis un fumeur. Je suis certain que ces jours sont comptés avant qu'ils retombent dans la cigarette, car nous agissons toujours en fonction de ce que nous pensons que nous sommes vraiment. J'explique toujours aux gens que la force la plus puissante dans tous les traits de l'être humain, c'est ce besoin de rester cohérent avec la manière dont nous nous définissons nous-mêmes. Si vous vous définissez comme quelqu'un de très conservateur, vous n'allez pas faire des choses folles ou fonctionner de manière déraisonnable, sauf si vous êtes ivre. Mais en réalité, c'est probablement vous qui essayez de vous donner l'autorisation d'être vous-même. Et l'alcool est votre excuse pour vous donner cette autorisation. Si vous êtes réellement quelqu'un d'un peu fou, extravagant, vous agissez pleinement de cette manière. Vous n'agissez pas de manière conservatrice parce que ce n'est pas qui vous êtes. Assez souvent, j'entends des gens dire des choses comme « je ne peux pas faire ça, je ne suis pas ce genre de personne ». Je réponds toujours « vraiment ». Quand avez-vous défini quel type de personne vous étiez? Sincèrement, ça fait combien d'années que vous avez décidé que vous pouvez ou ne pouvez pas faire des choses dans vos vies? Combien d'années? Si la plupart des gens pouvaient vraiment regarder la manière dont elles vivent leur vie aujourd'hui, ils se rendraient compte qu'ils vivent en se basant sur des croyances et des choix qu'ils ont faits il y a 10, 20, 30 ans. Assez souvent, on prend des décisions dans notre jeunesse ou très jeune, en nous basant sur nos croyances de l'époque, sur ce que nous pensions que nous étions capables de faire, de qui nous sommes à ce moment-là, et cela devient une sorte de plafond de verre qui nous contrôle. Voici une métaphore un peu banale, mais qui illustre bien ce que je veux dire. Je me souviens, une fois j'ai été au cirque avec ma famille, il y avait un énorme éléphant, et j'ai regardé l'éléphant. Il l'avait attaché à l'aide d'une simple corde et d'un petit bâton planté dans le sol. En le regardant, tout le monde se rendait compte que l'éléphant pouvait facilement casser la corde, et même le chapiteau presque
presque sans effort. Pourtant, le conditionnement de l'éléphant dominait. Il n'essayait pas de le faire parce qu'il était conditionné. C'est comme ça qu'il a été conditionné. Quand l'éléphant n'est encore qu'un bébé, il n'a encore très peu de force, on l'attache avec une grande corde et un énorme piquet au sol. Au début, l'éléphant essaie de s'échapper encore et encore. Et un jour, tout à coup, à force de se battre, l'éléphant décide qu'il n'est pas capable de s'échapper. Et une fois qu'il est intégré comme faisant partie de son identité, il n'essaiera plus jamais de s'échapper. Il se dira, c'est qui je suis et c'est comme ça que sont les choses et c'est ma vie. Je veux que vous examiniez tous les endroits où vous avez placé une limitation à propos de vous-même et que vous vous demandiez, quand est-ce que j'ai décidé d'accepter ces limitations comme faisant partie de mon identité? C'est très difficile d'être réellement heureux quand vous n'êtes pas vous-même. Et la plupart des gens n'ont aucune idée de qui ils sont vraiment. Et quand vous commencez à vous reconnecter avec votre vraie nature, vous avez soudainement l'énergie disponible pour élever vos standards et accomplir ce que vous voulez dans votre vie. C'est exactement de ce qu'il s'agit. Et quand je parle de votre niveau d'exigence qui a changé pour passer des probabilités à un domaine non négociable, pensez à vos propres vies. Je sais qu'il y a des domaines dans vos vies. À un moment donné, vous avez tout changé. Vous avez élevé votre niveau d'exigence et votre vie a changé. Parce que qu'importe ce à quoi chacun attache son identité, cela devient sa réalité. Nous vivons ce que nous croyons que nous sommes. Les êtres humains ne sont pas linéaires. Nous sommes le reflet de l'état émotionnel dans lequel nous vivons. Quand vous êtes dans un état d'esprit de frustration, d'accablement, de fatigue, le fonctionnement de votre cerveau est complètement différent de quand vous êtes dans un état de passion, déterminé, vous vous sentez engagé, vous vous sentez complètement décidé. Il est important d'apprendre à changer l'état émotionnel des leaders, apprendre à changer son propre état émotionnel. Souvent, les gens me posent cette question. Vous n'êtes pas si heureux, n'est-ce pas? Vous avez de mauvais moments quand même. Bien sûr que j'ai de mauvais moments. Mais je n'ai pas de mauvaise journée. Et je ne dis pas de merde, c'est parce que je me suis entraîné comme un athlète pour entrer dans des états de pic de productivité si souvent que c'est devenu naturel pour moi. C'est comme travailler un muscle. Ça ne veut pas dire que je suis particulièrement intelligent ou positif, non du tout, mais pourquoi je devrais perdre mon temps à stresser? J'ai une règle qui est la règle des 90 secondes. Je stresse pendant 90 secondes, mais le stress ne va pas résoudre mon problème, donc je reviens dans un autre état d'esprit, et la meilleure manière dont je fais cela, c'est que j'utilise mon corps. J'ai pratiqué cette méthode avec des athlètes pendant des décennies, des milliardaires, des entrepreneurs. Si vous voyez quelqu'un qui se retrouve dans un état d'esprit de marasme, Paul Tudor Jones, par exemple, un des plus grands traders financiers de l'histoire, je l'ai coaché pendant 22 ans. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il avait déjà 200% de croissance en 1987, quand la bourse a connu la chute la plus grande de l'histoire en une seule journée. Et malgré ça, il avait réalisé 200% de croissance pour ses clients, plus que quiconque pouvait rêver. Ensuite, il est allé sur la Lune, il est redescendu sur Terre, il a perdu énormément d'argent et je suis arrivé pour l'aider. Mais comment aider quelqu'un comme ce mec? Je l'ai observé, ses épaules étaient affaissées, il respirait comme ça, il était avachi en permanence à cause de tous les échecs qu'il avait subis, que son corps avait emmagasinés. Mais même si c'était un génie, il ne pouvait pas s'en sortir. J'ai regardé des vidéos de lui à ses meilleurs moments. On le voit debout, actif. J'ai étudié ses mouvements, son intensité, ses expressions faciales. Donc je lui ai montré une vidéo récente de lui et une autre plus ancienne quand il était au meilleur de ses capacités. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu remarques? Il m'a dit, ce sont deux personnes différentes. Je lui ai dit, oui, mais vous pouvez redevenir comme ça en utilisant votre corps. Si vous essayez de résoudre ça en utilisant votre cerveau, vous tournerez en rond. J'enseigne depuis des années qu'un changement radical du corps entraîne instantanément un changement au niveau biochimique. Ça fait 38 ans que j'enseigne ça. Il y a 2 ans, ils ont sorti une étude à Harvard qui prouve ce que me dire. Et on appelle ça les postures de pouvoir. Un peu comme Wonder Woman. Vous pouvez vous tenir comme Wonder Woman ou Superman pendant 2 minutes ou vous vous étirez comme ça en arrière pendant 2 minutes. Ça augmente radicalement la testostérone dans le corps de 20% en 2 minutes et fait descendre la cortisol qui est l'hormone du stress de 18%. Donc ces postures augmentent nos chances d'adopter un comportement plus audacieux, ce qui est un comportement prérequis pour un leader, de 33% en 2 minutes. Et ça va au-delà de se tenir de cette manière. Certaines personnes utilisent leur voix, leur corps, leurs mouvements, ce qui est encore 10 fois plus dynamique que d'avoir la posture simplement. Et quand vous changez d'état d'esprit et d'état émotionnel, vous changez complètement. Conditionnez
Conditionnez-vous à entrer en état de pic de productivité tous les jours. Nous connaissons tous la souffrance en tant qu'être humain. La souffrance survient quand nous sommes obsédés vis-à-vis de nous-mêmes, sur ce que nous avons ou nous n'avons pas, ce que nous devrions faire, ce que les autres devraient faire pour nous. C'est un jeu du moi, encore et encore. La souffrance peut se présenter comme de l'inquiétude, de la colère, de la frustration, tout ce qui vous retient de vivre dans un état d'esprit prospère. Et voilà ce que les gens ne comprennent pas. Vous pouvez arrêter de souffrir en arrêtant de vous concentrer sur vous-même et en vous concentrant sur quelque chose de plus grand, vos enfants, votre femme, votre mission, votre vie. Vous pouvez sortir de cet état d'esprit en un instant, car la nature de l'être humain est de constamment comparer les choses. Votre esprit, votre cerveau est une machine vieille de 2 millions d'années et il n'est pas fait pour vous rendre heureux. Il est fait pour vous aider à trouver des solutions pour survivre. Vous ne pouvez bâtir uniquement que dans l'état d'esprit de la réussite. Mon point de vue, ma volonté est que vous considériez la situation suivante. La vie est courte. Nous ne savons pas à quel point elle le sera. Mais si vous aviez uniquement qu'une semaine à vivre, je parie que vous ne seriez pas en train de souffrir à propos de petites choses. Je parie que vous passeriez du temps avec les gens que vous aimez, à faire ce que vous aimez, profiter du coucher du soleil, respirer de grandes bouffées d'air. Vous prendrez tout ce qu'il y a à prendre dans ces derniers instants. Alors, mon point de vue est pourquoi attendre? Quand je décide que quand je commence à souffrir, que je connais la solution, car la souffrance, c'est moi qui suis centré sur ma personne. Quand vous pensez à ce que vous deviez faire, vous n'avez pas fait, vous pouvez couper court à ça en un instant, en prenant conscience de vos pensées, en vous disant « Je choisis de prendre la décision la plus importante. Je vais vivre dans un état d'esprit prospère en dépit de tout. » Parce que voilà ce qui va survenir dans vos vies. À tous ceux qui regardent. Vous allez peut-être perdre un membre de votre famille ou c'est déjà arrivé. Quelqu'un de votre entourage pourra avoir un cancer, votre entreprise. Le gouvernement changera peut-être les règles au point où vous ne pouviez imaginer et vous feriez faillite. Vous pourriez divorcer. Je ne dis pas que ça va arriver, mais personne ne sait exactement ce qui va se passer dans la vie. La vie est pleine d'incertitudes, mais une des choses que vous pouvez maîtriser, c'est que vous pouvez décider que peu importe ce qui arrivera, vous allez faire face. Si quelqu'un comme Viktor Frankl a pu être emprisonné à Auschwitz, et est sorti de cette expérience en arrivant à trouver le bonheur en plein milieu d'Auschwitz. L'être humain a cette capacité qu'il sous-estime souvent. Nous pensons que les forces extérieures doivent déterminer notre paix intérieure. Si les gens doivent se comporter d'une certaine manière, votre mari, votre femme, vos enfants, vos collègues, ou peu importe votre boss, doit se comporter d'une certaine manière pour vous permettre d'être heureux. Et s'ils ne le font pas, vous êtes malheureux, vous serez toujours malheureux parce que les gens évoluent. Ils sont susceptibles de changer parce que nous sommes des êtres humains. Et vous aussi, vous risquez de changer. Vous aussi, vous ne respecterez pas cet engagement. Je vous invite donc à faire la chose suivante. Aussi important qu'il soit de réussir, il est encore plus important d'y prendre du plaisir. Si vous pouvez profiter de chaque moment dans cet état lorsque vous vous sentez aimant, enjoué, passionné, curieux, émerveillé, vous allez traiter les autres 100 fois mieux que lorsque vous vous sentez frustré, énervé, accablé, inquiet, stressé, ou que vous vous sentez désolé pour vous-même. Vous serez un meilleur parent, un meilleur amant, un meilleur homme d'affaires, et vous aurez une meilleure vie. Donc mon message est le suivant, décidez. Prenez cette décision de vous dire « Et si je vivais dans un état d'esprit prospère ?» Cela ne veut pas dire que vous ne vous sentirez plus mal, ça veut dire que vous ne resterez plus bloqué, vous pourriez avancer. C'est faisable. Existe-t-il une manière de rompre nos propres schémas comportementaux? Je pense que le premier pas est de prendre conscience que vous répétez un schéma de fonctionnement et que ce n'est pas vous. Il est très difficile de se changer soi-même, mais il est facile de changer nos schémas de fonctionnement. Mais quand vous répétez vos schémas de fonctionnement si souvent, vous avez cette illusion que c'est qui vous êtes. En mode, je suis quelqu'un qui remet tout à demain, je suis un procrastinateur, je ne suis pas agressif. Et nous avons tous en commun ces aspects de nos vies qui sont plus développés pour certains, mais ils sont nous. Je pense que la première étape, c'est de prendre conscience de ces schémas de fonctionnement et la deuxième étape, c'est de les briser. Mais les gens n'arrivent pas à casser facilement leurs schémas de fonctionnement, pas parce qu'ils les ont intériorisés, mais parce que la plupart des gens n'ont jamais décidé de se dire, je ne vais plus tolérer ça chez moi de nouveau. Donc la prise de conscience est la première étape. La deuxième, c'est d'élever votre niveau d'exigence et de vous dire ce n'est pas moi, ça ne me représente pas, ce n'est pas bon pour mes enfants, ce n'est pas bon pour mon mari ou pour ma femme, ce n'est pas bon pour moi. Et prendre cette décision de se dire ça s'arrête ici et maintenant. Tout changement durable arrive quand on se trouve dans un état de conscience altéré. La plupart des gens, quand on leur parle d'hypnose, disent « Vous ne pouvez pas m'hypnotiser ». Et souvent, ils sont en transe quand ils me disent ça. Je n'hypnotise personne, je les déshypnotise. On a été hypnotisés par notre culture pour entrer dans le moule. Nous avons été hypnotisés par notre passé pour penser qu'on est limité alors qu'on ne l'est pas.
Donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'altérer l'état d'esprit des gens, car dans un état de conscience altéré, ils passent à l'action. La plupart d'entre nous savons ce qui fonctionne, ne fonctionne pas, quand on se plante, ce qu'on devrait faire, mais nous ne le faisons pas. C'est parce qu'en restant dans cet état d'esprit précis, nous ne sommes pas prêts à le faire. Toutes les personnes qui ont réussi eu plus d'échecs que quiconque. C'est juste que vous ne les voyez pas, parce qu'ils se remettent très rapidement et apprennent de leurs échecs. La manière la plus rapide d'éviter les échecs, ce n'est pas d'apprendre de sa propre expérience, mais d'apprendre de l'expérience des autres. Je crois qu'on peut comprimer des décennies de savoir en quelques jours. Et la manière de faire ça, c'est de créer des modèles. Vous devez trouver quelqu'un qui a énormément de réussite, puis analyser 20 ou 30 ans de sa trajectoire pour découvrir quel est le noyau dur de sa réussite. Quelles sont les erreurs qu'il a faites? Qu'est-ce qu'il en a tiré? Comme ça, vous pouvez éviter de les reproduire. Mais de l'autre côté, c'est qu'il ne faut pas oublier que la réussite est cachée de l'autre côté de l'échec, de l'autre côté de la frustration, de l'autre côté des conflits. Et vous devez comprendre que cela fait partie de l'évolution naturelle. Peter Guber, un bon ami à moi, m'a raconté une histoire dans son enfance. Il m'a raconté que quand il était enfant, il avait un petit voisin qui avait des déformations physiques importantes et peut-être aussi mentales. Et un jour, il a vu le père de son voisin le faire s'asseoir sur un long vélo avec de petites roues stabilisatrices et il a mis l'enfant qui pouvait à peine marcher dessus. Puis il l'a poussé. Et l'enfant a avancé un peu, puis il est tombé. Et quand il est tombé et qu'il a commencé à pleurer, alors le père s'est levé et est parti. Peter m'a dit qu'il était tellement énervé contre cet homme. Et il m'a dit que cette scène se répétait tous les matins. Peter l'observait depuis sa fenêtre et il a essayé d'avertir sa mère en lui disant « Tu dois faire quelque chose. Il est en train de torturer ce pauvre garçon. » Et quelque chose s'est passé. Sa mère lui a dit « Mêle-toi de tes affaires. » Et un jour, Peter a vu le garçon à travers la fenêtre avant d'aller à l'école. Et il a vu le petit garçon dehors et son père le poussait et le garçon a commencé à avancer encore et encore. Il a penché puis s'est redressé sans tomber. Puis il a avancé encore et il est finalement tombé. Mais il avait avancé pendant un long moment et tout d'un coup il s'est tourné vers son père et lui a dit « Papa, j'ai réussi !» Peter m'a dit qu'à ce moment-là, il avait pris une décision de se dire que les échecs ne sont que des ralentisseurs sur le chemin du succès. Je pense qu'on a tous peur d'échouer, mais c'est souvent la seule façon d'apprendre quelque chose. Quand les gens réussissent, ils ont tendance à faire la fête. Et quand ils échouent, ils ont tendance à réfléchir. Et c'est en réfléchissant que généralement vous évoluez, que vous avez cette révélation et stratégie qui entraîneront des changements positifs au niveau de votre entreprise, de votre vie personnelle, de vos finances. Je ne souhaite pas à tout le monde d'échouer, mais penser que vous n'allez jamais en faire l'expérience est absurde. La seule manière de ne pas expérimenter l'échec de nouveau, c'est de le transformer en apprentissage. La personne qui peut faire face à l'échec, comme glisser sur du beurre et que l'échec ne les stoppe pas, change leur approche. Je veux dire, combien de temps nous laissons un enfant d'âge moyen pour apprendre comment marcher? Vous ne lui direz pas, vous n'êtes pas un marcheur, laisse tomber. Les gens vous diront, vous êtes fou, mon enfant va continuer à essayer jusqu'à ce qu'il marche. Et c'est en général comme ça que tout le monde apprend à marcher. C'est comme chanter. Si quelqu'un vous dit, qu'est-ce que ce bruit que tu fais, arrête, tu n'es pas un chanteur. Une fois que vous êtes convaincu, vous arrêtez d'essayer. L'échec n'arrive que lorsque vous abandonnez de manière permanente. Si vous apprenez n'importe quoi et que vous appliquez ce que vous avez appris, l'échec devient un tremplin. Je crois qu'à un moment donné, vous devez commencer à vous dire « Je ne vais plus tolérer la manière dont j'ai géré mon entreprise dans le passé. Je suis meilleur que ça. Je mérite plus que ça. Mes employés méritent mieux que ça et j'y arriverai. » Le truc, c'est que ce que font la plupart des gens, c'est de tomber à un niveau de désespoir où ils sont dos au mur. Ils se disent « j'ai tout essayé ». Je dis toujours aux gens que s'ils veulent un changement décisif dans leur entreprise, dans leur vie, ils ont besoin de 3 choses. La plupart des gens se disent des choses comme « je veux perdre du poids » et ils cherchent comment le faire, ils cherchent des stratégies. Je crois en la stratégie, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Donc je crois en la stratégie, mais comment faire quelque chose n'est pas la première question à se poser. Genre, quelle est la stratégie pour être sain et en forme? Ce n'est pas très compliqué, pourtant 70% des Américains sont en surpoids. Ce n'est pas un problème de stratégie, le problème c'est pourquoi ils le font. Et la raison c'est tout simplement parce qu'ils ont une histoire derrière. Tout le monde fonctionne de la même manière, entrepreneurs, hommes d'affaires, tout le monde fonctionne comme cela. Quand nous sommes pleins de peur, quand nous essayons de faire quelque chose et que nous n'y arrivons pas aussi rapidement, quand nous avons peur d'échouer, nous nous inventons une histoire pour expliquer en quoi ce n'est pas de notre faute, pour expliquer comment nous ferons dans le futur. Comme ça, nous n'avons pas à nous sentir mal. Et pourtant, se sentir mal nous oblige à faire face à nos problèmes. Mais la plupart des gens sont dépassés par la réalité. Donc, ils s'inventent des histoires pour expliquer qu'ils ont tout essayé. Et si vous aviez tout essayé, vous ne seriez pas obèse.
J'ai essayé un millier de choses, alors qu'ils ont plutôt fait 3 choses 50 fois et qui n'a pas fonctionné. Mais vous y arrivez quand vous changez les histoires que vous vous racontez. Si vous retentez en vous appuyant sur un ensemble de nouvelles croyances, vous allez vous retrouver à développer une stratégie ou bien vous servir de stratégies qui fonctionnent déjà bien pour les autres. La recette du changement, c'est une histoire, une stratégie, un état mental. Je crois que le point commun entre toutes les personnes qui réussissent, que ce soit dans le monde de la finance, du sport, de la politique, c'est la rage d'y arriver. Nous savons tous les deux que l'intelligence est un atout très utile, mais il y a plein de personnes très intelligentes qui n'ont pas la moindre idée de comment s'en sortir. Mais quand vous trouvez quelqu'un qui a cette rage d'y arriver, une rage qui ne s'efface pas, une rage d'être plus, de faire plus, de donner plus, cette rage qui ne s'arrête jamais, c'est comme ça que vous retrouvez des gens qui deviennent les meilleurs dans leur domaine. Je crois que tout le monde a cette rage de vaincre en lui, mais chez beaucoup, elle sommeille depuis longtemps parce qu'ils ont peur. Ils ont peur car ils se disent « je vais tout donner, je vais essayer, je vais échouer ». C'est dans la nature humaine de se protéger soi-même de la peur en diminuant nos aspirations. Mais une des choses que j'ai apprises est que vous obtenez ce que vous tolérez. Vous obtenez ce que vous tolérez pour vous-même, vous obtenez ce que vous tolérez dans vos vies. Et tôt ou tard, vous arrivez à un point où vous vous dites pas un jour de plus, pas une heure de plus. C'est fini, je ne marche plus comme ça, je ne parle plus comme ça, je ne vis plus comme ça, je ne veux plus de cette relation, je veux du changement. Et quand les gens arrivent à ce moment-là, c'est le début du changement. Je demande toujours aux gens, quel est votre emploi du temps de la journée? Et ils me disent, je vais au travail, je travaille de 9h à 17h, puis je rentre chez moi et je suis fatigué. Alors, quand est-ce que je pourrais commencer un business? Moi, je réponds, qu'en est-il des autres 8 heures de travail? Parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai dû travailler de 8h à 17h dans un boulot normal. J'ai commencé à travailler ensuite comme concierge pour pouvoir travailler la nuit, mais avant, je travaillais de 8h à 17h. Je rentrais à la maison, je mangeais quelque chose et je recommençais à travailler de 18h, 18h30 jusqu'à 2h du matin et je travaillais 7 heures de plus. C'est de cette manière que j'ai pu tout construire à mes débuts. C'est honnêtement ce que la réussite exige. Et ne pas faire ça revient à se trahir soi-même. Parce qu'au bout du compte, ce que l'on obtient matériellement ne nous rendra pas heureux. Peu importe le nombre d'étoiles, d'Academy Awards, d'argent. Ce qui nous rend heureux, c'est de progresser. Le progrès et le bonheur sont indissociables. Si vous ne grandissez pas, vous mourrez à l'intérieur. Si vos relations ne grandissent pas, elles meurent. Si votre business ne grandit pas, alors aucun business ne reste statique. Il grandit ou il meurt. Quand vous arrivez à ce plateau, vous régressez. Premièrement, je fais 3 minutes de gratitude. Je pense à 3 choses pour lesquelles je suis vraiment reconnaissant et je crée un ancrage. Je veux le ressentir. Et une des raisons pour lesquelles je fais ça, c'est que quand vous êtes plein de gratitude, vous n'avez pas le temps d'être inquiet. Vous n'avez pas le temps d'être envahi par la peur ou de colère. Et la colère et la peur sont ceux qui détruisent le plus les gens dans leurs relations, leur vie, leur business. Alors je me suis équipée moi-même. Je vous disais tout à l'heure que beaucoup de gens veulent être heureux, mais leur mode de fonctionnement est de s'inquiéter en permanence ou d'être en colère, frustrés, stressés. Du coup, ils ont un haut degré de stress et ils ont un chemin vers le bonheur qui est entravé. Je me suis auto-conditionnée pour emprunter une autoroute vers la gratitude, ce qui change toutes vos émotions. Et après, je répète mes 3 minutes de gratitude pour ma famille, mes amis. Ça fait partie des choses que je veux accomplir. Je finis en 10 minutes et je fais jusqu'à 20 minutes, mais le deal est de faire 10 minutes. Comme ça, je n'ai pas d'excuses pour ne pas le faire. Ça change tout. Vous avez tous eu des moments où vous avez passé vos nerfs sur quelqu'un, où vous vous êtes senti mal parce que ce n'était pas vous, ça représentait l'état interne dans lequel vous étiez. Si vous ne vous éduquez pas, vous vous foutez en l'air. Ils ont fait des études où il y a un mec qui s'approche de vous et vous dit « Pouvez-vous tenir ça pour moi ?» Il vous donne une tasse de café, c'est un acteur. Et il sort $6 de sa poche, puis il reprend le café et il vous dit merci. Durant cette étude, 100 personnes ont tenu du café glacé et 100 personnes ont tenu du café chaud. 45 minutes plus tard, un autre acteur vient et dit « Écoutez, nous faisons ce petit test pour $5. Pouvez-vous lire ces 3 paragraphes et répondre à ces questions ?» La plupart des gens disent « Oui, c'est une petite histoire. » Les questions portent sur la personnalité du personnage. Comment est le personnage? 80% des gens qui ont tenu un café glacé disent que la personne est froide et méchante. 81% des gens qui ont pris un café chaud disent que la personne est chaude, douce ou gentille. Voilà comment nous pouvons être conditionnés par notre environnement. Nous pensons que nous ressentons juste ce que nous ressentons, mais notre environnement contrôle. Si nous ne prenons pas le contrôle de notre environnement, il prend le contrôle de nous. Les seuls moyens de gérer la peur que j'ai trouvés dans ma vie sont les suivants. Un de ces moyens est de regarder les choses dans le sens inverse et de vous poser la question suivante. De quoi est-ce que j'ai peur? Ne devrais-je pas avoir plus peur de passer à côté de ma vie, de passer à côté de ma mission de vie, de passer à côté de la personne avec qui je suis censé être? En d'autres mots, si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de la peur, utilisez la peur. Utilisez la peur ou la peur vous utilisera. C'est pas plus compliqué que ça. Alors dites-vous, ok, quel est le prix que je vais payer si je reste dans cette situation? Quel est le prix? Ce dont je dois avoir peur, c'est si j'ai conscience de tout ça et que je n'en fais rien.
C'est quelque chose dont nous devons avoir peur. Et c'est de cette manière que votre peur vous permettra de dépasser vos peurs et elle vous propulsera en dehors de cette zone. Dirigez la peur contre elle-même. Le deuxième moyen d'y arriver est le test du fauteuil. Je me visualisais moi-même assis dans mon fauteuil, j'ai 85 ans et je fais une rétrospective de ma vie et je me dis, je n'ai pas fait ça et j'ai accompli ça. C'est facile de progresser quand vous débutez quelque chose. Au début d'une relation amoureuse qui ne passe pas de bons moments. Quand vous commencez un business, si vous aimez ce que vous faites, bien sûr que vous allez passer de super bons moments. Quand vous débutez n'importe quoi, tout semble facile. Un boulot, c'est kiffant de commencer un boulot. C'est de la nouveauté, c'est nouveau. La notion de maîtrise arrive quand vous travaillez en profondeur. Au début de l'apprentissage d'un sport, par exemple, à quelle vitesse vous apprenez le tennis? Vous faites des bonds incroyables et vous avez des performances incroyables. Mais ensuite, vous atteignez ce plateau. Et la plupart des gens qui atteignent ce plateau redescendent et se tournent vers un mauvais travail, une mauvaise relation amoureuse, un mauvais business, parce que la situation actuelle ne leur apporte pas de satisfaction immédiate. Mais les gens qui se disent « je vais briser mon plafond de verre et je vais aller au fond des choses, je vais trouver un moyen de briser la glace ». Dans mon histoire, je me suis dit que j'allais trouver un moyen d'apprendre et d'en savoir plus sur l'être humain afin de pouvoir aider le plus grand nombre de personnes. Il y a un pouvoir dans le fait de se dépasser. Et combien de personnes connaissez-vous qui sont vraiment engagées dans le fait de se dépasser aujourd'hui? La plupart des gens se lancent dans un million de choses, ils ne vont pas au bout des choses et ils se demandent pourquoi ils ne sont pas épanouis. Ils courent après le sucre, la prochaine chose qui leur procure du plaisir, au lieu d'aller au-delà de ce qui leur procure du plaisir immédiat et d'arriver à ce point où nous devenons des personnes à part entière. Dans la vie des gens, il y a seulement une demi-douzaine, 7 à 8 catégories qui ont vraiment de l'importance. La plupart des gens se focalisent sur des choses sans importance. Ils se concentrent sur des choses sans importance. Ils en savent plus sur cette célébrité qui sort et entre de désintoxication que sur leur propre développement personnel. Mais de un, je pense que tout commence par votre corps. C'est le point de départ de tout un chacun. Sans cela, tout est à la traîne. Vous ne voulez pas être l'homme le plus riche du cimetière. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous avez de l'énergie, de la vitalité, de la force, ça va se refléter dans votre relation de couple, votre business, dans votre vie. C'est un élément que vous devez maîtriser. Vous ne pouvez pas tâtonner, c'est trop important. Deuxièmement, vos émotions. Si vous avez une tonne d'argent, que tout le monde vous aime et que vos émotions principales sont l'énervement et la frustration, alors votre vie ne sera qu'énervement et frustration. Peu importe que vous ayez $1 milliard ou 1 million de personnes qui vous aiment, votre vie sera médiocre. En 3, les relations, particulièrement les relations amoureuses. C'est de là que proviennent le plus de joie dans la vie, mais aussi le plus de souffrance pour la plupart des gens. Elles valent la peine d'être travaillées au lieu d'être bricolées par défaut. En 4, ensuite, regardez vraiment ce que vous faites de votre temps et maîtrisez votre temps au lieu d'avoir une liste de cases à cocher. Ne confondez pas mouvement et performance. Dites-vous, je veux réaffecter ce temps aux activités qui comptent, qui créent de la valeur pour moi et pour tout ce que j'aime. En 5, où vous situez-vous du point de vue de votre carrière, de votre business? Creusez au lieu de vous contenter de tâtonner. La plupart des entreprises sont des amateurs en puissance. C'est pourquoi elles ne réussissent pas. Sur une période de 10 ans, 96% des entreprises ne réussissent pas et 4% y arrivent. Et ça ne veut même pas dire que ces entreprises sont rentables. Ça ne veut pas dire non plus qu'elles s'en profitent. En 6, il est essentiel de maîtriser l'argent pour qu'il ne soit plus un problème dans votre vie. Grâce à cela, vous pouvez faire, être, donner, partager autant que vous voulez sans être anxieux. Vous vivez dans un climat d'abondance. En 7e catégorie, l'aspect spirituel. Je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent croire sur le plan spirituel. Mais je crois qu'en fin de compte, quelles que soient vos croyances, vous devez les vivre. Et cela va vous amener à grandir, à donner en retour. Si vous grandissez, vous vous sentez vivant. Si vous donnez, vous vous sentez 10 fois plus vivant. Je pense qu'il est nécessaire de maîtriser ces domaines. Je considère énormément la réussite dans le business, bien sûr, mais ce sont les autres aspects de la vie qui comptent le plus. Et la quasi-majorité des aspects où nous investissons notre temps ne nous permettent pas de nous sentir épanouis. C'est pourquoi la personne moyenne n'est pas en bonne condition physique et en bonne santé. C'est pourquoi la personne moyenne n'est pas dans une vie de couple où elle est profondément amoureuse. Je ne suis pas naïf. Je ne suis pas adepte de la pensée positive. Je suis conscient de la réalité.
La personne moyenne ne réussit pas dans son entreprise. La personne moyenne ne gagne pas ce qu'elle veut gagner. Mais vous savez quoi? Il y a très peu de personnes qui possèdent ces caractéristiques. Mais il y en a qui sont heureuses, épanouies, spirituellement éveillées, financièrement solides. Leur entreprise se développe. Elles ont une relation amoureuse passionnée. Et mon obsession est de trouver ces gens-là, de découvrir ce qu'elles font différemment et de l'enseigner à tout un chacun. Chacun va s'évaluer différemment parce que chacun valorise les choses différemment. Certaines personnes valorisent plus le succès ou le sens, d'autres valorisent plus l'amour, d'autres encore valorisent plus les niveaux essentiels de sécurité. Donc quand je regarde les indicateurs de réussite de chacun, je regarde vraiment quels sont les critères qui sont indispensables pour vous permettre de savoir si votre vie va se dérouler comme vous le souhaitez ou non. Notre vie entière est guidée à chaque instant par l'état dans lequel nous nous trouvons. Apprenez donc à changer votre état interne, pas en vous racontant des conneries, pas en faisant semblant, mais en passant de l'état d'énervement, de frustration, de panique, à apprendre à vous recentrer, à revenir à l'état de conscience, de créativité, de détermination, ou un état qui vous fera avancer, qui vous offrira une meilleure qualité de vie pour vous et ceux que vous aimez. C'est un set de compétences cruciales. Donc à chaque instant, notre vie est contrôlée par nos émotions. Si vous êtes en colère, vous allez réagir différemment de si vous êtes enthousiaste. Ce qui contrôle nos émotions à long terme, c'est notre manière de voir le monde, votre vision du monde. Et pour évaluer cela, il y a 3 indicateurs que je regarde. En premier, je regarde quels sont les objectifs que vous poursuivez, la cible. Chacun a des objectifs, des rêves et des désirs différents. Mais en voyageant autour du monde dans 100 pays, je me suis rendu compte que putain de merde, je vois les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui se cache sous ces problèmes? J'ai réalisé qu'il y a 6 mêmes besoins humains que nous avons tous, les mêmes besoins. Nous avons tous en commun le besoin de certitude, afin d'éviter la douleur et d'avoir du plaisir et du confort. Nous avons aussi tous également besoin d'incertitude. Nous avons besoin de changement, où nous nous sentons morts à l'intérieur. Si vous êtes à 100% dans votre zone de confort, vous vous emmerdez et, sans filet de sécurité, vous paniquez. Il ne s'agit pas de trouver l'équilibre, il s'agit d'apprendre à comprendre lequel de ces éléments vous avez le plus besoin en tant que personne. Chacun a un ensemble de valeurs différentes dans la vie. Le besoin de compter, de se sentir unique, spécial, important. Le besoin de se sentir aimé, le besoin de grandir, le besoin de contribuer. Certaines personnes placent la notion de sécurité en tête de leur liste. C'est le centre de leur cible. Ils se disent, je ne veux rien faire si je ne suis pas sûr que ça va marcher. Je ne veux rien faire à moins que ce ne soit la même chose. Si vous changez quoi que ce soit, ils paniquent. Si la sécurité est la chose numéro 1 sur votre liste, tout le monde a les mêmes besoins. Mais si c'est la chose numéro 1 sur votre liste, je sais comment votre vie va se dérouler et je peux vous prédire la direction de votre vie. Donc le résultat dans une certaine mesure. A contrario, si vous êtes motivé par l'amour en premier, vous voulez aussi la sécurité, mais si l'amour est plus important pour vous, vous allez vous comporter très différemment que si vous êtes motivé par le besoin de laisser votre empreinte sur Terre, le fait de vous dire je dois être le meilleur. Votre expérience dans le business était d'essayer de devenir un homme important, d'avoir assez d'argent et assez de réussite pour combler ce que vous voulez vraiment. C'est le sentiment d'amour, c'est ce qu'on appelle la camaraderie. C'est vraiment de l'amour, c'est une amitié. C'est ce qui vous motivait vraiment et vous vous êtes organisé pour articuler votre vie avec ça comme moteur. Et maintenant, vous prenez soin de tout le monde autour de vous. Je cherche donc toujours à savoir quels sont les 2 premiers de ces besoins sur votre liste, car ils contrôlent votre vie. Les 2 que la plupart des gens ont pour 90% de la planète. Si vous leur dites parmi tous ces besoins sur lesquels vous vous focalisez vraiment le plus au quotidien, hormis l'amour, car tout le monde veut recevoir de l'amour, sur quoi vous vous concentrez? La plupart des gens se concentrent sur le fait de devenir quelqu'un. Nous vivons dans un monde où le règne la loi de Facebook, où les gens simulent leur vie, mettent de plus en plus de filtres, les rendent différentes de ce qu'elle est vraiment, racontent des histoires qui sont totalement fausses pour se faire bien voir. Parce que nous vivons dans ce genre de monde factice où il est encore plus important d'être quelqu'un d'important que de recevoir de l'amour. Et ça nous sépare. Et le deuxième besoin que nous considérons le plus souvent est celui de la sécurité. Les gens veulent être certains avant de pouvoir faire quelque chose. Mais en réalité, vous n'auriez pas pu créer une entreprise comme vous l'avez fait si vous étiez absolument certain de tout avant de vous lancer. Vous n'auriez jamais pu construire une entreprise avec ce principe comme base.
ni construire une formidable relation de couple, parce que si elle se base sur la sécurité, alors cela signifie que l'autre personne doit rester la même et ne doit pas changer. Et donc, vous ne serez jamais épanoui et vous serez malheureux. Donc, mes indicateurs de réussite sont les suivants. Je veux découvrir ce qui vous anime et je veux savoir si c'est un comportement sain ou néfaste. Vous pouvez avoir deux personnes qui sont animées par la recherche de la reconnaissance et qui sont habitées par un ensemble de règles et croyances différentes. C'est le deuxième point que j'analyse. Vos croyances et vos règles sont ce qui vous permettent d'accomplir cet objectif. Donc, une fois que vous avez compris vos indicateurs de réussite et vos besoins, ce qui vous anime, les règles ou les croyances qu'il vous faut pour vous sentir accompli, cela diffère pour chacun. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous sentir en sécurité? Certaines personnes ont besoin d'1 million de dollars, d'autres ont simplement besoin de faire confiance à Dieu. Donc, vos modes de fonctionnement sont complètement différents. Donc, vos indicateurs pourraient être « je veux faire ceci dans mon entreprise, je veux rendre mon corps comme ça ». Pour quelqu'un d'autre, cela pourrait être « je veux être heureux quoi qu'il arrive ». C'est mon critère. Je veux être honnête avec moi-même, de sorte que lorsque je commence à ressentir une forme de souffrance, je la tue comme une punaise de lit, je l'écrase et je reviens dans un bel état interne. Mais vous avez dit qu'on ne peut pas mesurer ces éléments, alors comment faire pour progresser? Comment mesurer quelque chose comme ça? Je suis d'accord, mais vous pouvez mesurer votre état interne. Par exemple, votre état de bonheur, de 0 à 10, où en êtes-vous? Si je vous demande à quel niveau d'enthousiasme vous vous trouvez en ce moment dans votre corps, entre 0 et 10, que diriez-vous? 10. Donc, vous pouvez vous évaluer et vous dire, je ne vais pas descendre sur ce critère en dessous de 8 dans ma vie, à moins que je ne sois en train de dormir ou que je décide de me reposer. C'est à ce niveau que je vais fonctionner dans ma vie. C'est différent pour tout le monde. Mais attendez, je veux être plus clair sur un point. Même si une vie extraordinaire est une vie menée selon vos propres principes, celle-ci comporte deux parties. La première partie pour avoir une vie extraordinaire est de maîtriser la compétence de la science de la réussite. Savoir comment transformer ce que je désire en réalité et comment le faire le plus rapidement, le plus efficacement, le plus facilement. La capacité de matérialiser ce que vous imaginez et de la rendre réelle, comme vous l'avez fait avec votre entreprise, c'est une compétence. J'ai passé une quantité incroyable de temps à aider les gens à y parvenir plus rapidement, mieux, en leur montrant les raccourcis, en leur enseignant les stratégies, en reproduisant ce qui fonctionne. Et en faisant ça, vous économisez une dizaine d'années. Mais je vous dirais que, après avoir pratiqué cette activité pendant 38 ans, et avec, vous savez, 50 millions de personnes à ce stade, je peux vous dire que la science de la réussite, il y a beaucoup de gens qui sont sacrément bons et qui n'ont pas pour autant une vie extraordinaire. Vous la voyez comme extraordinaire, mais je reçois des appels de multimilliardaires qui me contactent pour réaliser des changements dans leur entreprise. Et ce que je découvre, c'est qu'ils sont malheureux comme l'enfer. Et ils espèrent que d'une manière ou d'une autre, je vais déteindre sur eux de ce côté-là. Et donc, je leur donne ce qu'ils ont demandé, le changement dans leur entreprise, mais je leur donne aussi ce dont ils ont besoin, le changement à l'intérieur d'eux-mêmes. Si vous voulez une vie extraordinaire, vous ne pouvez pas vous contenter de réussir. Vous devez vous sentir épanoui. Aussi simpliste que cela puisse paraître, c'est un art. Ce n'est pas une science. C'est une science de faire de l'argent, à n'importe quel âge, n'importe quelle couleur, n'importe quel milieu, n'importe quel sexe. Si vous appliquez ces règles précises, vous aurez une abondance d'argent. Si vous faites tous ces changements, vous aurez aussi trop d'argent. La limite de l'argent, c'est le stress financier. Idem pour le corps, c'est une science. Tout le monde est physiquement différent, mais vous et moi le savons. Il y a des règles fondamentales, des lois, une science de l'épanouissement du corps. Si vous violez cette science, vous allez avoir des maladies, vous allez avoir un manque d'énergie. Si vous êtes en accord avec ça, vous allez avoir une abondance d'énergie. Ça va affecter tous les aspects de votre vie, c'est une science. L'art de l'accomplissement ne fonctionne pas comme ça. L'art de l'accomplissement est aussi différent que nous sommes des êtres humains. Vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu ou l'univers? Regardez la jungle, regardez la forêt, c'est diversifié, non? Donc, la plupart des gens se disent « je veux atteindre ces objectifs » parce qu'ils reproduisent le modèle de quelqu'un d'autre. Et ça peut marcher sur la technique pour atteindre un objectif, mais ça ne marchera jamais en ce qui concerne l'art de l'accomplissement. Combien de gens connaissez-vous, comme par exemple vous, qui ont obtenu ce qu'ils pensaient qu'ils voulaient, mais qui n'ont pas été comblés? Je dis toujours aux gens, le succès sans l'épanouissement est l'échec ultime.
l'échec ultime. Parce que si vous vous lancez dans quelque chose et que vous échouez et que vous êtes un battant, vous n'échouez pas. Vous vous dites, j'ai appris quelque chose, je vais essayer autre chose, je vais quand même y arriver. Mais quand vous réussissez et que vous n'êtes pas heureux, vous êtes techniquement dans la merde. Je crois vraiment que les gens doivent regarder leur vie et se dire, tout autant que je veux une super stratégie de réussite, j'ai besoin d'une super philosophie dans ma vie qui me permettra de me sentir comblé. Parce que, qu'est-ce que c'est que la réussite? C'est de combler un certain niveau d'attente. Je dis toujours aux gens, mec, change tes attentes en satisfaction. C'est une toute autre dynamique, instantanément. Si vous ne pouvez pas apprécier le moment présent, si vous ne pouvez pas trouver l'extase dans le moment présent, dans une conversation avec un ami, ou regarder dans les yeux de votre femme, être avec vos enfants, aller courir, si vous ne pouvez pas trouver l'extase dans l'instant présent, je suis là pour vous faire comprendre que plus d'argent, plus de gens, plus d'amour, plus de business, plus de n'importe quoi ne vous donnera pas plus. Si vous ne pouvez pas apprécier le moment présent ici et maintenant, vous ne le ferez pas quand vous aurez plus. Alors pourquoi ne pas apprécier le moment présent maintenant et avoir une vie riche dès maintenant? Je dis toujours aux gens que l'argent est une substance, l'abondance financière est une compétence, c'est une science, mais la richesse, c'est une décision. Parce que vous pouvez avoir une vie riche dès maintenant, alors pourquoi ne pas vous sentir riche maintenant? C'est mon invitation. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que les conseils pour réussir de Tony Robbins vous ont inspiré et motivé. Vous comprendrez que parfois, ce qui semble être notre plus grande faiblesse peut devenir notre plus grande force. Nos plus grands enseignements arrivent souvent enveloppés dans du papier de verre. Alors je finirai tout simplement avec cette citation que j'ai trouvée très puissante. La peur et la foi naviguent toutes les deux dans le port de votre esprit. Ne laissez que la foi jeter l'ancre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partagez, abonnez-vous tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires pour me dire en quoi l'histoire de Tony Robbins a résonné en vous. Remplissez aussi le formulaire pour me dire comment est-ce que je peux vous aider à retrouver confiance en vous et à atteindre vos objectifs de vie. Je vous laisse avec un petit bonus à la sauce Tony Robbins et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez vrai, soyez vous, soyez complètement imparfait. À très vite. Vous avez une histoire personnelle difficile et vous étiez jeune, livré à vous-même parce que votre mère vous avait mis dehors. Qu'est-ce que vous pensez qui a été la première révélation que vous avez eue en tant que jeune homme qui entamait son propre cheminement et comment vous en êtes arrivé là? Il y a eu tellement de choses, mais premièrement, dans mon histoire, j'ai eu 4 beaux-pères. Ma mère était une femme puissante, elle a mis mon 4e beau-père dehors, il s'appelait Kerry, il m'avait adopté, et quand elle l'a mis dehors, elle a décidé que j'étais de ce côté, donc elle m'a mis à la porte aussi. Elle m'a chassé avec un couteau. Je n'ai jamais pensé qu'elle allait me poignarder ou me faire du mal, mais je me suis dit, voilà la liberté, je dois trouver comment vivre par mes propres moyens. Je n'avais pas d'argent, j'avais une Volkswagen des années 60 que j'avais achetée en travaillant comme concierge pour $40 par semaine, donc je n'avais pas d'argent, ni voiture, ni rien. Je suis allée passer la nuit dans la buanderie de quelqu'un et je me suis mise à chercher ce que je pourrais faire. J'avais besoin de nourrir mon esprit car j'étais vraiment déprimée et dépassée par la situation. Mon frère et ma sœur me manquaient et j'étais perdue. Alors je suis montée dans un bus et j'ai voyagé 65 km. Je m'en souviens parce qu'un jour j'ai dû le faire en courant. Puis je suis rentrée dans une librairie et j'ai acheté un livre, La magie de croire de Claude Bristol. Mon premier vrai livre en dehors de Penser et devenir riche ou Les essais d'Emerson. J'ai commencé ce nouveau cheminement de ma vie en me disant que chaque jour j'allais nourrir mon esprit, que je n'allais pas attendre et espérer que la chance arrive. J'allais lire des biographies, découvrir ce qui motive les gens, ce qui me motive. Je voulais lire un livre par jour, mais je n'y suis pas parvenue. J'ai pris des leçons de lecture rapide et j'ai lu plus de 700 livres sur 7 ans, tous sur le développement personnel, le développement humain, la psychologie, la physiologie, et j'ai essayé de mettre en œuvre tout ce que j'apprenais. Et tout ce que j'apprenais, je l'appliquais. Donc la révélation était de comprendre la puissance de ces informations qui étaient des décennies d'apprentissage comprimées en quelques pages. Si quelqu'un a comprimé des décennies de sa vie dans un livre, que vous pouvez le lire en 1 heure ou quelques jours, vous avez un avantage considérable, car quand vous apprenez de votre propre expérience, ça peut être douloureux et terriblement lent. Mais quand vous apprenez de l'expérience des autres, c'est puissant. Tout le monde sait dans le monde de la finance qu'utiliser l'argent de la dette est un levier, mais l'expérience des autres aussi. Bonita, Nanjia, ¿cómo va? Venga, venga. Bonita, Nanjia, ¿cómo va? Venga, venga. Bonita, Nanjia, ¿cómo va?